Bonjour à tous, chères étudiantes et chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons aborder euh, le rôle important de l'intervenant le plus important dans la mise en œuvre du droit foncier. Donc, nous avons premièrement tout ce qui est institution. C'est tout simplement l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie. Donc, c'est en vertu de la loi 58-00 qui portant en création de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Donc, c'est elle qui exerce, pour le compte de l'État, bien sûr, les attributions reconnues par la législation et la réglementation en matière d'immatriculation de la propriété foncière, de cadastre et de cartographie. Donc, c'est un établissement public qui est chargé de plusieurs attributions. Avant d'entamer ces attributions, nous allons voir que c'est un établissement doté de la personnalité morale et elle a également l'autonomie financière. Elle est bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, elle est sous la tutelle de l'État. Donc la loi, c'est la loi numéro 5800 qui porte en création de l'agence. Donc parmi ses principales missions, c'est tout simplement, c'est elle qui est chargée d'immatriculer toute propriété foncière et de cadastre et de cartographie. L'immatriculation, bien évidemment, de la propriété foncière, de la publicité et la conservation des droits réels et des charges foncières affectant les propriétés immatriculées ou en cours d'immatriculation. Elle a également pour rôle la conservation des archives, documents fonciers et bases de données pour communiquer au public les renseignements qui y sont contenus. Cette agence, elle a également un rôle au niveau du cadastre. C'est tout simplement, elle a comme attribution d'établir des plans cadastraux dans le cadre de l'immatriculation foncière. Elle établit également la conservation du cadastre national. Cet établissement également centralise et conserve en concertation avec les administrations et organismes concernés des informations relatives aux terrains nus appartenant à l'État, aux habous publics, aux guiches, aux collectivités ethniques et locales et aux établissements publics situés bien sûr à l'intérieur des périmètres de communes urbaines, des centres délimités ainsi qu'à l'intérieur de leur périphérie. Cet établissement également, il a le rôle également de conserver les archives et les documents cadastraux pour communiquer au public les renseignements qui y sont bien évidemment contenus. Elle met à la disposition des utilisateurs des données cadastrales sous forme numérique ou analogique ou à jour et fiable. Cette agence est composée de plusieurs conservateurs. Donc à la tête de chaque conservation foncière, il y a un conservateur de la propriété foncière. Ce conservateur, il est nommé par le directeur général, bien évidemment sur proposition du conservateur général. Ce conservateur ou ces conservateurs de la propriété foncière ont des attributions qui sont fixées par l'article 4 de l'arrêté visuel du 4 juin 1915, dont on retient principalement les attributions suivantes. Donc les conservateurs ont la première des choses, la première tâche ou attribution de donner suite aux requêtes, aux demandes d'immatriculation. Et par la suite, ils procèdent, s'il y a lieu, à l'immatriculation des immeubles sur les livres fonciers. C'est en quelque sorte, cette immatriculation elle est considérée en tant qu'état civil de l'immeuble. Ces conservateurs, au sein de l'agence, ils ont pour attribution également de porter les mentions sur les livres fonciers
concernant les droits réels, tout droit réel et charges foncières constituées sur les immeubles après leur immatriculation. Il conserve également les livres fonciers, les actes, plans et documents relatifs aux immeubles immatriculés. En contrepartie, il perçoit les droits et les taxes exigibles pour les diverses formalités. Et ils tiennent également un registre de dépôt où sont constatés par ordre de réquisition des formalités et des remises de pièces, un registre des oppositions également. Après avoir vu le rôle des conservateurs, nous allons voir maintenant le rôle du conservateur général et on va voir c'est qui ce conservateur général. Donc le conservateur général de la propriété foncière, il siège à Rabat, a comme rôle principal d'assurer l'unité administrative dans l'application bien évidemment des textes relatifs au régime foncier de l'immatriculation. Il a plusieurs attributions. Ces attributions sont réglementées et prévues par le Dahir du 29 décembre 1953. Parmi son rôle, c'est tout simplement contrôler l'exercice des fonctions des différents conservateurs. Il donne aux conservateurs toute instruction générale ou particulière propre à assurer cette unité. Il peut évoquer aux fins de décision toute affaire d'immatriculation ou d'opération, soit d'office, soit à la requête des intéressés. Ce conservateur général également, il peut dresser des circulaires aux conservateurs. Circulaires bien évidemment qui sont considérés comme étant l'une des principales sources du droit foncier également. Après avoir vu les rôles ou les attributions, missions de cette institution qui a un rôle primordial, important dans la gestion du foncier au Maroc, on a vu qu'il est composé de plusieurs conservateurs. On a vu que ces conservateurs ont des rôles importants également dans la gestion de ce foncier au Maroc. Donc nous allons enchaîner directement par quelles sont les caractéristiques du droit foncier au Maroc. Ce qui est important de retenir, c'est que ce droit foncier marocain, il révèle, il est composé, il a trait à une dualité des régimes, tout simplement d'autres termes. Il est caractérisé par une dualité des régimes. Tout simplement, il y a deux régimes. Il y a le régime traditionnel et le régime moderne. Donc le droit foncier est caractérisé par la coexistence de deux régimes, régime traditionnel et moderne. Pour le régime traditionnel, c'est un régime qui est régi par le droit musulman et les coutumes légales. Ce régime traditionnel est inspiré du droit musulman et, comme je l'ai dit, des coutumes légales. Il régit les pratiques ancestrales foncières qui sont bien évidemment inspirées du droit musulman, selon lesquelles les droits sont consacrés et authentifiés par des actes adulaires. Ce régime comporte plusieurs inconvénients, dont ceux qu'on va citer principalement. Donc, ce système traditionnel, système ancestral ancien, il est entaché par une absence de publicité des droits prétendus. Il est caractérisé par une méconnaissance par les tiers de l'immeuble concerné, méconnaissance de sa situation, une méconnaissance de sa consistance, de ses limites et également de sa nature. Il y a, en tant qu'inconvénient également, il y a une certaine insécurité des transactions. Pourquoi? Parce que le droit prétendu existe jusqu'à preuve du contraire. Il y a également une difficulté d'accès au crédit, car la garantie réelle est incertaine.
Et ce système traditionnel provoque plusieurs litiges entre les riverains et d'autres prétendants. Ce régime traditionnel, il est marqué par un grand manque total de publicité, concernant bien sûr les immeubles non immatriculés et leurs détenteurs. Nous allons voir à ce stade, maintenant, après avoir vu le régime traditionnel, on va voir le régime moderne. Donc il s'agit du régime de l'immatriculation foncière qui a été instauré à partir de 1913 et qui est régi actuellement par le Dahel de 1913, tel qui a été complété et modifié par la loi 1407. Cette loi qui est caractérisée, ce régime est caractérisé par la publicité et la force probante des inscriptions sur les livres fonciers. Ce système présente de nombreux avantages juridiques, topographiques, économiques et sociaux. Parmi ces avantages, on peut citer qu'il y a tout simplement un effet de purge qui annule tout droit réel antérieur non révélé au cours de la procédure d'immatriculation. Le deuxième avantage, c'est que chaque immeuble est individualisé par un nom, un plan et un numéro propre. C'est tout simplement le titre foncier. C'est un acte qui constitue pratiquement l'état civil de la propriété et lui donne un nouveau départ. Le titre foncier, cet état civil du foncier, ce titre foncier, dès son établissement, il est définitif et inattaquable. En quelque sorte, il est protégé. Ce qui est à retenir également, c'est que les droits inscrits sur le titre ont un effet légal et une force probante entre les parties, vis-à-vis des tiers et auprès des tribunaux. En d'autres termes, ça veut dire que tout droit acquis doit être détenu de la personne précédemment inscrite, ce qui écarte toute usurpation ou prescription. Donc, il ne peut y avoir de rupture de la chaîne des inscriptions et l'accès au crédit et à l'investissement et autres. Ce qui est à remarquer, c'est que nous sommes devant le constat de la présence côte à côte de deux régimes dont l'un, malgré ses défauts, préserve l'intimité des propriétaires et l'autre, malgré ses qualités, dévoile à tout venant des données qui devraient être personnelles et confidentielles. Après avoir vu cette séance qui a englobé l'institution ou l'agence chargée de la mise en place de la gestion du foncier au Maroc et ses différents intervenants avec leurs attributions principales, nous avons vu également le régime foncier au Maroc entaché, caractérisé par une dualité de régimes. Ces deux régimes, comme je l'ai déjà précisé, c'est un régime côte à côte qui existe toujours, l'un traditionnel et l'autre moderne. Donc, on parle plus d'un régime où il y a une dualité. Nous arrivons à terme de cette séance. La séance qui va venir, c'est-à-dire la prochaine séance, nous allons voir
la suite du cours où on va aborder l'immatriculation foncière, c'est-à-dire tout simplement le régime moderne. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine et bon courage.